parce que j'ai avec le poète que nous commémorons ce soir une relation particulière. Je crois que c'est ce qu'il nous a été donné de plus important au Gabon en matière de poésie pour la première génération des poètes gabonais. J'aurais pu dire que c'est le grand poète indépassable du Gabon, mais je serais anti-vitaliste parce que la vie est devant nous, le génie est devant nous et l'on ne peut l'arrêter. C'est comme au sujet de Baudelaire, quand on le présente, on dit que c'est le grand poète, mais en même temps il y en a eu d'autres. On ne peut donc pas user des qualificatifs qui interrompent le génie. Toujours est-il que pour moi, Moudjegou, c'est un style de poétiser, j'allais dire unique, avec la différence qu'il ne ferme pas la porte, mais il ouvre. La deuxième raison, c'est la force que j'accorde à la poésie dans la constitution du savoir. Je suis persuadé que dans tout ce qui nous a été donné de penser, la plus haute pensée est dite à travers la poésie. Et on le sait depuis toujours, depuis les anciens. On le sait même avec la découverte fulgurante des philosophes comme Heidegger, qui ont établi que lorsque la philosophie est devenue incapable de penser correctement, lorsqu'elle a instrumentalisé le monde, lorsqu'elle a technicisé le monde, il a fallu revenir aux poètes. Heidegger nous dit quelque chose de remarquable. Ce sont les bergers de l'être. C'est eux qui portent la parole incorruptible. Et cette parole est entre les mains des poètes. Les poètes sont ceux qui portent la parole incorruptible. C'est pour cela qu'on a l'habitude de me dire que je suis exigeant pour concéder ce titre. Et voici que je le concède pourtant à Moudjegou. J'ai eu la chance d'enseigner la poétique d'Aristote et la logique au sens strict. Et souvent, ma première relation avec l'histoire littéraire au Gabon était une relation d'exigence amicale. Je lui tournais le dos violemment pour l'amener à se constituer sur les chemins de quelque orthodoxie. Et en découvrant donc ce poète, je me suis aperçu qu'il y avait du poème, au sens dont je vais énoncer les articulations tout à l'heure. La troisième raison pour laquelle je suis ici, c'est pour poursuivre un chemin de pensée que j'ai commencé avec ceux qui organisent cette cérémonie. Un chemin de pensée avec les concitoyens gabonais, avec les compatriotes africains et avec les frères de la diaspora. Je voudrais donc continuer ce chemin de pensée par l'intermédiaire de Moudjegou, qui fait œuvre ce soir. Et nous allons voir comment faire œuvre, c'est se taire. Faire œuvre, c'est se taire. C'est la proposition que je vais dégager ce soir. Le titre de ma conversation, je parle comme Richard Rorty, car nous opposons au formalisme traditionnel l'idée de conversation parce que plus libre, peut-être aussi plus intense, plus direct, plus vrai, parce que c'est ma vérité au sens pragmatique et non pas la catégorie en soi de la vérité au sens kantien, même ma vérité au sens des néo-pragmatisés. C'est celle-là que je veux dire, celle que j'aperçois à travers l'œuvre de Moudjegou. Je parlerai donc ce soir en tant que philosophe, très précisément. Voilà les trois raisons qui font que je sois là et qui, concédons-le, sont des raisons plutôt de fête, de rencontre, de renouvellement, d'un prétexte à la parole.
La conversation s'intitule « Chercher le livre avec Mudjegou ». Chercher le livre avec Mudjegou. Je vais donner 8 propositions. Vous me savez, égyptologue, j'affectionne l'ogdoad. J'affectionne le fait de dire une chose 8 fois. Et je vais dédier l'ogdoad au grand poète gabonais ce soir. C'est donc 8 hypothèses de recherche. J'ai préféré donner des hypothèses de recherche, des hypothèses de lecture, plutôt ici que de prétendre dire ce qu'il a dit. J'en ressens soudain l'incapacité. Cependant, à approcher des hypothèses pour aller à lui me semble plus aisé à jouer comme rôle ce soir. Hic et nunc. Avant les 8 hypothèses, il y a quelque chose qu'il faut dire pour entrer dans le silence de Mudjegou. Il faut dire une chose d'emblée, avant même toute autre hypothèse. Mudjegou a pris la parole. Dans un espace où la parole n'était point donnée. Elle n'était pas donnée aux citoyens. Elle n'était pas donnée aux poètes. Mudjegou se caractérise dans l'histoire littéraire gabonaise et bientôt africaine par l'acte héroïque consistant à prendre la parole. Alors, on va bientôt arriver à la question, mais pourquoi faire? Et entendant le verbe terrible, pour parler, Mudjegou va prendre la parole pour parler. Mais sous le registre du parler le plus significatif, du parler le plus prescriptif, du parler le plus exigeant, le parler politique. Mais parler, ce n'est pas seulement une affaire acoustique, ce n'est pas l'affaire des sons, c'est le fait de s'accaparer et d'accaparer les signes convenus et les vider de leur violence, les vider de leur bavardage, les vider de leur paralysie et commencer à tirer de ces signes morts la possibilité de la vie. Lorsque j'entends lire ce poète, en convoquant toute l'intelligence poétique des poètes que j'ai lus, j'ai retenu de Mudjegou une métaphore, une seule. Et c'est par là que j'entends entrer avec vous dans le tabernacle de Mudjegou. Cette métaphore, c'est la météorie. Mais alors, il se figure comme météore. C'est le geste par lequel quelque chose de l'ordre du feu traverse les temps, traverse le ciel et ne s'aperçoit plus, mais qui laisse une telle puissance que le son en reste encore après l'épuisement. La météore, c'est comme une fusée qui s'en va, on ne la voit plus. Voici pourtant que le son continue de traîner. Et Mudjegou va seulement commencer maintenant à parler une fois qu'il n'est plus. C'est de l'ordre des météores. Ma première question, de l'ordre poétique, stricto sensu, quelle est cette parole? Météore. Quelle est cette météore? Quelle est cette parole météorique qu'il nous laisse? J'invite donc à poursuivre les recherches en direction de cette métaphore de la météore, parce qu'elle entreaperçoit un foyer de feu, un foyer
d'espérance, un foyer fulgurant, et elle disparaît. Nous avons là toute la vie du poète, 2 recueils poétiques, un silence marqué, pourtant continuant de vivre au milieu de ces 2 seuls recueils qu'il a laissés, exactement comme la météore. Il laisse ces 2 textes et continue de vivre, mais peut-être n'avons-nous pas vu la gloire de ce feu. Et c'est pourquoi il y a le mérite à commencer à entendre le geste du météorite laissé par le poète. Je voudrais, dans la première orientation de ma conversation, poser une question terrible, une question qui a été à l'ordre du jour au sujet de Martin Heidegger. C'est la séparation de la vie et de l'œuvre. Cette séparation est fondamentale. La séparation de la vie et de l'œuvre est fondamentale parce que le corps de l'œuvre est le corps même, tandis que le corps de la vie est cela qui passe. On doit s'intéresser pour les biographes, pour les biologistes. Je ne suis pas de l'école de la biographie littéraire. Je suis de l'école du textum. Parce que le textum, c'est celui qui réellement parle. L'autre laisse des signes qui peuvent être équivoques. Et ce n'est pas aux mains des spécialistes de poétique qu'adviendrait l'examen du corps biologique, l'examen du séjour biologique. Ce qui m'intéresse, c'est le corps de l'œuvre, le corps impie, comme dit Klauseski, le corps impie, celui-là qui dérange, le corps de l'œuvre. Au sujet de Heidegger, il y a eu la polémique que nous connaissons. On a dit ceci, Heidegger a, semble-t-il, soutenu dans un premier geste le nazisme. Le second, Heidegger, dit que ça a été le geste le plus sot de sa carrière et il renonce donc à ce premier moment. La question essentielle a été la suivante: doit-on considérer son œuvre en niant ce moment d'égarement terrible, ou doit-on intégrer les 2 éléments? La réponse est formelle chez les spécialistes. Sonnenschein est étant, c'est cela que la philosophie n'aurait pas pu être. Le texte formel de l'ontologie. Depuis 20 siècles, depuis la création de la philosophie, certains diront, à Athènes, on comprendrait que les égyptologues disent Athènes. Mais depuis le commencement, un texte d'ontologie fondamentale n'avait pas été écrit. Pardonnez-moi, lorsqu'on va avec ce texte, lorsqu'on parle de cette affaire-là, il est totalité. Et si l'on veut entendre quelque chose de Heidegger, allons chercher du côté de Sonnenschein. Ici, c'est la même affaire. Il y a d'un côté ce que l'on a pu dire et qui, en ce qui me concerne, me choque particulièrement. Parce que le cœur de l'homme se reflète dans son œuvre. Et l'on peut comprendre que ce que l'histoire retient d'un homme ne doivent pas se réduire à ce que l'on en a dit, à ce que l'on en a fait, mais d'abord à la profondeur de son œuvre.